bienvenue à cette nouvelle édition de FAT ou de Top. Aujourd'hui, nous rencontrons The Man, The Legend, Roberto Cowen, donc ici chez lui, dans sa salle de gym, Roberto Yorana. Yorana. Alors, tu connais un peu le principe de l'émission. La première question qu'on pose à tous les invités, c'est quel est le lien qui t'unit à notre commune de Foire? Bon, à mon sens, c'est déjà, j'ai grandi ici, à Pamapei, donc depuis déjà tout petit. Et le fait d'avoir grandi ici et puis d'avoir été à l'école et d'avoir monté cette côte tous les jours font que tous ceux qui habitent Pamapei me connaissent comme étant roi de Pamapei. Alors, dis-moi, on te connaît en tant que sportif, mais en fait, on devrait dire multisportif, parce que tu as plusieurs cordes à ton arc. Moi, je me souviens de Roberto cycliste. Un peu plus tard, je crois, Roberto super motocrossman. Et puis, depuis bien des années, Roberto, l'empereur de la musculation et du bien-être corporel. Raconte-nous un peu ton parcours sportif. Tu as démarré par quoi? Quand tu étais gamin, tu as commencé par faire quoi comme sport? Voilà, tout naturellement, mon frère était un grand cycliste, donc tout naturellement, quand son frère est cycliste, on fait le même sport que son frère, donc c'est comme ça que je suis parti dans le vélo. Et avec un frère champion, il va tout faire pour que le petit frère soit champion. Donc en cadet, j'ai fait champion parce qu'il a tout fait pour que je sois champion. Ensuite, après, je trouvais que le cycliste c'était un petit peu monotone. Faire des kilomètres, pédaler, c'était pas très motivant. Et j'avais ma petite mini Honda qui me servait pour aller à l'école. Et avec ça déjà, je m'amusais déjà à faire des figures, sauter avec et tout ça. Et comme tout jeune, on recherche l'adrénaline, on recherche quelque chose qui est dangereux, qui sort de l'ordinaire, que juste pédaler et s'ennuyer. Et c'est comme ça que ça m'a plu. Et à 16 ans, j'ai tout fait pour avoir ma première moto de cross. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rouler. Et mon terrain de jeu, c'est Pamapei jusqu'à Punavia. Ça veut dire que de en haut chez moi jusqu'à Punavia, je connais par cœur. Là, toute la colline de là-haut jusqu'à Punavia, je connais tous les chemins pour aller jusque là-bas. C'était notre terrain de jeu, même avant même qu'on construise le bassin le grand bassin de Fa'a, on était déjà sur la colline, donc on pourrait dire qu'on était les chèvres, les moutons de Fa'a sur la montagne. Mais heureusement, il n'y avait pas trop de monde, donc on ne gênait pas. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé au motocross. Ensuite, après, il y a eu les compétitions de motocross. Et je me suis lancé dans les compétitions de motocross et mon père ne voulait pas que je fasse de la moto, il trouvait que c'était pas un sport, donc j'ai eu droit bien sûr à une engueulade. Le vélo c'était un sport et la moto c'est pas un sport, c'est juste pour jouer. J'ai resté sacré engueulade, mais j'ai quand même continué à faire de la moto. Et quand il y a eu les premières compétitions et le fait d'avoir beaucoup roulé sur la montagne, j'étais devenu bon. Et ce qui fait dès les premières compétitions, j'ai commencé à gagner. Et là, il était fier de me voir gagner les courses. Et là, il disait plus rien. Et grâce à la moto, ça m'a permis aussi d'avoir mon travail chez Suzuki. Donc, je suis devenu par là même pilote officiel Suzuki. J'ai été sponsorisé. Donc, j'ai eu droit à mon travail. En même temps, j'allais à l'école de mécanique. Donc, j'ai eu mon diplôme de mécanicien. Donc, grâce à la moto, j'ai eu mon travail. Donc, j'étais technicien moto. Et voilà, j'ai continué comme ça. J'étais le meilleur, il faut le... Sacré palmarès. Voilà, mais pourquoi meilleur? Parce que les autres à l'époque ils faisaient de la moto pour jouer, pour le plaisir. Donc ils n'ont pas encore allié la partie physique à côté. Donc la moto c'était, on fait de la moto pour le plaisir, mais il n'y avait pas le physique avec. Moi la différence, j'ai fait du cyclisme et je savais que pour être bon dans un sport, il fallait avoir la condition physique. Donc déjà le vélo pour la condition physique. Ensuite je savais que pour pouvoir être mieux, on avait des motos et pour s'accrocher dessus, il fallait avoir des muscles, il fallait être costaud. Alors j'ai vite compris qu'il fallait se mettre à la musculation pour pouvoir être suffisamment costaud pour ne pas être propulsé par terre. Il fallait s'accrocher sur ces motos de l'époque. Donc je faisais en plus de la musculation et c'est ce qui me faisait imbattable parce que j'étais fort, j'avais la condition physique. J'étais pas le meilleur. Il y en avait d'autres qui roulaient mieux que moi, mais moi ce que j'avais, je savais très bien. J'ai dit, il est fougueux, il est bon. Attends, dans 3-4 tours, il va plus tenir sa moto et à ce moment-là, tu pourras le
le doublé. Ensuite, après, j'ai eu un accident, donc je me suis fait mal au genou et j'ai dû arrêter une saison de compétition pour pouvoir me faire opérer le genou et réparer ça. Donc, j'ai arrêté cette année-là. Je ne me rappelle plus les dates, mais je vais juste rappeler la chronologie, comment je suis arrivé dans chaque sport. Et ensuite, opération terminée, donc il a fallu faire la rééducation. Je suis retourné en salle de musculation pour faire ma rééducation. Et en même temps, là, j'ai commencé à tomber amoureux de la musculation. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, ce serait une bonne reconversion de la moto à la musculation, parce que je me disais bien, avec l'opération que j'ai eue, je me disais bien que j'allais plus être aussi performant. Mais j'ai voulu, pour mes fans et tout ça, je voulais, dès que mon genou a été réparé, je voulais reprendre le championnat, une saison, parce que je voulais terminer la moto sur une note en tant que meilleur invaincu. Donc j'ai repris la saison, j'ai repris le championnat. Ça a été difficile, j'ai quand même gagné mon championnat, mais ça a été difficile parce que je sentais bien que mon genou, à chaque compétition, j'avais mal. Chaque fois j'avais mal, ensuite je mettais au moins 3 jours pour pouvoir récupérer. Mais je me suis dit, à démarrer, il faudra aller jusqu'au bout, faire au moins quoi. Donc j'ai réussi quand même à gagner, de faire toute la saison et à gagner mon championnat. Et lorsque j'ai gagné mon championnat, j'ai dit, je pense qu'il est temps de tourner la page, parce que tous les jeunes qui arrivent là derrière, fougueux et tout ça, et que je ne vais pas pouvoir encore rééditer vu mon genou qui me faisait atrocement mal. Et je savais que si je continue dans cette voie-là, non seulement après je ne pourrais plus marcher peut-être, donc j'ai voulu jouer la sécurité. Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais laisser la moto, je suis parti dans la musculation. Alors, avant de clore le chapitre moto, parce que tu faisais de la motocross de compétition, palmarès absolument impressionnant, mais j'ai un souvenir moi aussi de Roberto Cowen en faisant de la moto spectacle. C'était José Conga. Donc c'était le chef d'un groupe de cascadeurs français qui était très, très à la mode en France à cette époque-là. Et eux, la spécialité, c'était de faire tout ce qui était, comme on appelle ça dans les films de cascade, c'était eux qui faisaient les cascades pour le cinéma. Et ils avaient aussi un monteur qui faisait les sauts. Donc ils sont arrivés ici et puis donc ils ont fait donc parce que après ils ont fait un peu partout pour pouvoir ils font des spectacles et puis c'est payant et puis voilà quoi. Et quand ils sont arrivés là, ils savaient qu'il y avait un gars qui était bon, donc ils m'ont demandé si je pouvais aussi faire le spectacle avec eux. Alors moi j'ai dit super, je vais faire les sauts, j'aime ça. Et voilà, donc il y a eu le spectacle sur le terrain de Fatawa et ils se sont aperçus que leur sauteur à eux, là où ils pouvaient plus aller plus loin, moi c'était que l'échauffement. Alors ce qui fait qu'ils m'ont vu sauter avec facilement j'ai fait 11 voitures là à Fatawa, alors que lui il a arrêté à 6 et moi j'ai continué à sauter, ce qui fait en plus je faisais sur une roue et tout ça, donc ils ont été impressionnés et ils m'ont demandé de continuer la tournée avec eux. Alors, je me suis dit je vais voir avec mon sponsor et si mon sponsor qui est mon patron accepte que je fasse une tournée avec vous, à ce moment-là pas de problème. Et puis c'est comme ça que j'ai terminé dans la tournée. Donc la tournée après Treaty Site à Hawaï, donc pendant un mois on a fait nos spectacles là-bas. Donc on faisait un spectacle 3 fois par semaine. Donc c'était le vendredi soir, samedi soir et dimanche après-midi. Et voilà, donc j'ai fait le spectacle avec eux. Donc là-bas c'était assez difficile parce que les Américains, pour les faire venir au spectacle, il faut qu'il y ait du spectacle et surtout que si possible du son. Les Américains, c'est ça. Il faut que c'est spectaculaire. Et puis, je dis, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, et à chaque fois, j'ajoutais une voiture. Chaque semaine, j'ajoutais une voiture. Et puis là, je me suis dit, ok, dernier saut, on va encore ajouter une voiture. Et pour ce faire, je savais que sur ma moto, j'étais déjà hoppé, quoi. J'étais à fond. Donc, c'était une moto de cross. Alors, j'étais obligé de remplacer mon pignon de sortie de boîte pour pouvoir encore aller un peu plus vite, pour pouvoir encore sauter une voiture de plus. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai changé le rapport pour pouvoir aller plus vite. Et donc c'était le dernier spectacle, c'était le dimanche après-midi. Donc alors je demande, donc je fais déjà mes sauts habituels. Le dernier saut, je dis ok, rajouter encore une voiture. Et heureusement que la personne qui a ajouté la voiture, qui était quand même mon ange gardien, lui il regarde, il me voit sauter et tout ça, il avait remarqué que le saut d'avant j'étais juste. Alors ce qui fait quand il a rangé la dernière voiture, au lieu
de mettre le capot de la voiture sur ma trajectoire, il a mis le capot avant. Donc il n'a pas rentré la voiture complètement. Ça veut dire les spectateurs, eux, ne voient pas vraiment. Ils voient une autre voiture, mais ce n'était que le capot avant qui était engagé et non pas le toit de la voiture. Donc j'arrive pour mon dernier saut et je savais que si je voulais passer cette dernière voiture, il fallait que j'aille à fond. Et comme j'avais jamais été à cette vitesse-là, alors je m'élance, et j'arrive là. Et c'est impressionnant. Tu vois un saut qui est devant toi, tu as l'impression que c'est plus un saut, tu as l'impression que tu arrives tellement vite que c'est un mur. Et là, j'ai eu un moment d'hésitation. Je me suis dit, je passe à côté, qu'est-ce que je fais? Mais ce faisant, c'est quelques secondes. J'ai coupé un peu l'accélération en coupant et en décidant passer à côté ou continuer. Je me suis dit, tu as coupé, tu tombes dessus, tu es mort. Ok, je me suis dit, je remets des gaz. Et c'est la chose qu'il faut jamais faire dans un saut. Il faut arriver à fond et arriver en élan et jamais en traction. Et là, je suis arrivé en traction parce que je me suis dit, je préfère tomber de l'autre côté que toucher la voiture et là c'est foutu. Donc je suis arrivé en traction, donc je suis bien parti comme d'habitude, mais à la fin, le fait d'être parti en traction, la roue arrière à fur et à mesure est tombée, je me suis retrouvé complètement en position de difficulté et heureusement que la dernière voiture, j'ai pas touché parce que c'était le capot avant, donc j'ai frôlé et j'ai touché, j'ai cassé les rayons, mais je suis pas tombé. Moins une. Et ça m'a beaucoup marqué. Heureusement, c'était le dernier show. Super, j'étais content. Et ça m'a travaillé dans la tête. Je me suis dit, Robert, à chaque fois, tu vas vouloir plus. Et la seule chose qui va arriver, c'est d'être gravement, comment on appelle ça, accidenté. Et si tu arrives à survivre, ce serait bien. Et c'est comme ça que j'ai décidé. Je me suis dit, allez, raconte une histoire. Je l'ai dit, je suis en train de construire la maison. Il faut que je rentre. Et on verra après. Je suis jamais plus retourné. Donc, c'était l'appel de la raison qui me disait, ok, on t'a donné une chance, donc ne pousse pas le bouchon plus loin. Et j'avais eu aussi ce que je voulais. Pour moi, le plaisir, c'était d'être avec des professionnels de cette discipline. Parce qu'il n'y avait pas que moi je faisais mon show, mais eux, ils faisaient des shows fantastiques, des sauts de cascade, des voitures qui font des tonneaux, des sauts pas possibles, des voitures enflammées. C'était impressionnant. Et pour moi, déjà, de vivre avec ces personnes-là, des cascadeurs professionnels, de vivre tous les jours comme eux, avec eux, je me suis dit, ok, tu as eu ce que tu voulais vivre avec ces gens-là, de voir comment eux, ils arrivent, mais tu n'es pas un cascadeur. Et que tu as fait une expérience qui est bien, c'est bon, ça suffit. Et puis c'est comme ça que j'ai arrêté donc la cascade en moto. Et c'était aussi dans la foulée où j'ai arrêté aussi le motocross. Moi je faisais pour le plaisir, mais j'ai arrêté le motocross parce que je savais qu'avec mon genou et tout ça, j'aurais pas pu être encore meilleur. Et pour respecter mes fans, parce que j'en avais des fans. Et à chaque fois quand je perdais une course, je les voyais vraiment malheureux. Et je voulais pas, comment on appelle ça, je voulais pas qu'on m'écrase avant d'arrêter. Je préférais arrêter et qu'ils se disent, il n'y a pas mieux que lui. Donc voilà. Alors, de fil en aiguille, après cette vie d'adrénaline de motocross, arrive un peu l'âge de raison, l'accident, le presque accident de saut. Voilà. Donc là, tu deviens plus raisonnable et tu te dis, bon, on va se reconvertir dans la musculation. Et là encore, avec grand succès, parce que palmarès aussi, ma foi, assez impressionnant en musculation. Voilà, un grand succès. Pourquoi? Parce que quand je fais quelque chose, je le fais toujours avec toute l'énergie et tout ce que j'ai de meilleur en moi. Ça te vient d'où, ça? Cette façon d'être? C'est papa, c'est dans la famille, c'est toi tout seul? Difficile. Mon frère, lui, pareil. Hein. Lui, il a toujours, quand il fait quelque chose, il le fait toujours à fond. Donc, oui, on peut dire que c'est. Oui, c'est. J'arrive pas à expliquer parce que jusqu'à maintenant, si c'est pas moi personnellement, c'est ceux que j'entraîne. J'essaie toujours d'obtenir le maximum de ces personnes-là. C'est dans moi. Donc, la rigueur que je me donne à moi-même, je veux aussi que celui
celui que j'entraîne ait la même rigueur. Sinon, je me désintéresse vite. Ça veut dire que s'il n'a pas la même rigueur que moi, pour moi, je me dis je perds mon temps. Donc, je continue pas, je suis pas motivé. Donc, en parlant de notre boxeur que tu m'as présenté et que j'ai entraîné, ça valait le coup. Hein? Comment il s'appelle encore? Finito, oh là là, 4h30, on s'entraîne, 4h30, 5h moins quart. Il n'a jamais loupé un seul entraînement à l'heure ponctuelle. Et quand il s'entraîne, il se donne à fond. C'est ça que j'admire. Parce que quand quelqu'un est comme ça, tu es sûr qu'il y a du résultat derrière. Même si des fois, je ne dis pas que mon entraînement est le meilleur, il y a sûrement mieux. Mais finalement, ce qui compte, c'est la perception de la personne. À partir du moment où il croit en la personne qui l'entraîne, même si je lui ai fait des choses qui ne servaient à rien, mais il y croyait tellement que ça va marcher, même si c'est mauvais. Et c'est ça, finalement, c'est l'essentiel, c'est ça. C'est ce que la personne croit à la personne qui l'entraîne, et il sait que c'est bon, même si c'est pas bon. Et c'est pour ça que ça marche. Pour les gens qui entraînent, je vais dire, quand ils voient l'entraîneur, il y a quand même il y a beaucoup de crédibilité. Hein. On se dit, s'il va appliquer avec moi ce qu'il a appliqué avec lui, il y a des chances que ça marche quand même. Je joue beaucoup sur ce facteur, et c'est vrai, parce qu'il faut aussi être un exemple, parce qu'il ne va pas croire aussi sans rien. Donc il faut, et c'est vrai qu'il faut refléter une personnalité. Donc c'est pour ça que j'essaie de me maintenir au maximum au top, quoi. Voilà. Alors revenons un peu sur ton palmarès en musculation. Qu'est-ce que tu as gagné au niveau local, régional, dans le monde de la musculation? Est-ce que tu as fait les championnats ou est-ce que c'était plus par plaisir? Quand on a démarré avec mon collègue là, Igor Léontin, quand on a démarré, c'était il y avait plus de compétition. Je pense qu'il y avait des petites compétitions juste avant avec Técho et compagnie, mais après ça, c'était en sourdine. Il n'y avait plus de compétition du tout. Et ce qui fait que nous, on est arrivé juste au moment où on s'est entraîné. Et John Bombridge, chez qui on s'est entraîné, donc il a relancé les compétitions, et on était pour ainsi dire les premiers athlètes à se présenter aux compétitions. Donc ça veut dire que, étant donné que le bodybuilding redémarrait, donc les gens qui venaient voir, ils étaient moins, comment on appelle ça, pas comme maintenant, ils veulent vraiment voir, mais nous on était, ça va, si je regarde nous ce qu'on était par rapport à maintenant, on n'était rien du tout, mais pour l'époque c'était pas mal du tout. Donc c'était ça la chance, on a commencé, les gens n'étaient pas trop demandants quoi, en volume et tout. Maintenant avec le temps, donc ça a évolué, donc c'est normal que maintenant ils sont de plus en plus volumineux, les techniques aussi ont progressé. Mais bon, en ce qui nous concerne pour FAA, j'ai été le premier Tane FAA, parce qu'à l'époque on faisait dans les compétitions, il y avait Tane FAA, Tane Aroué, Tane Punawia, Tane Papete, et comme j'étais de FAA, alors j'ai eu mon diplôme Tane FAA, alors je suis fier. Et à quel moment tu décides de sportif à devenir finalement entraîneur, propriétaire de salle, tu vois, à quel moment tu passes de l'autre côté de la barrière finalement? Quand même très tôt, assez tôt. J'ai démarré un petit peu, on a fait les premières compétitions de bodybuilding et assez tôt, parce qu'on a fait les compétitions de bodybuilding, je faisais toujours un petit peu, je faisais encore du cross, et je savais bien qu'ils étaient à la recherche, tous les crossmen, ils étaient à la recherche, ils voulaient Roberto Cowan, il faut faire comme lui, s'il est champion, c'est qu'il faut s'entraîner comme lui. Et mon secret, c'était vraiment la musculation. C'est comme ça que je me suis dit, si je veux leur emmener mon message, il fallait que je monte ma propre salle. C'est comme ça que j'ai monté ma salle, et c'est ça, mes premiers clients c'était des crossmen, et je me rappelle toujours c'était les meilleurs. Donc il y avait Calvin Nodon, il y avait Loïc Chavez, il y avait Raphaël Bono, il y avait aussi bref, il y avait au moins une dizaine de crossmen. C'était les premiers mes clients là à la salle, et on a démarré, et ensuite de fil en aiguille il y en a d'autres qui sont venus, et moi c'était ça, de leur dire qu'avec la musculation tu peux obtenir tout ce que tu veux, et voilà. Et bon, les résultats ont été au rendez-vous, et ensuite les rameurs ont commencé aussi à venir, et c'est comme ça aussi qu'avec la rame aussi ça s'est bien passé. Mais pourquoi on s'est parti dans la rame? Donc j'ai fait des compétitions de bodybuilding, et je sentais bien à un moment donné, au bout de 5-6 ans, je progressais plus. J'avais l'impression d'être devant un mur. Alors j'ai commencé à me poser des questions, mais j'avance
plus. C'est bizarre. Pourtant, vu mon sérieux et ma persévérance dans chaque chose, je voyais bien que c'était plus une question d'entraînement. Il y avait quelque chose qui se passait, je progressais plus. Et il y a eu à ce moment-là Serge Nubré qui était venu en tant que démonstration dans guest poser, et il était en même temps membre du jury dans cette compétition-là. Donc, ok, on fait la compétition, tout ça, et puis je fais deuxième. Et je savais bien que celui qui avait remporté, ça faisait à peine 1 an et demi qu'il faisait un mois, alors ça faisait déjà 6 ans. Alors j'ai commencé alors j'étais assez déçu, bien sûr. Et donc je rencontre donc Serge Nubré, avant de partir, il était venu donc à la salle, on en a discuté, il m'a dit, tu n'as rien à te reprocher, tu étais bien physiquement, mais tu avais une personne avec toi qui a utilisé des produits. J'ai dit, mais il n'y a pas de produits ici, nous on est sain. Il me dit, oui, mais là je suis désolé de te dire, lui il était dopé. Là j'ai eu un coup au moral pas possible. J'ai dit, mais comment tu peux savoir comme ça là, de me dire qu'il est dopé? Il me dit, je sais ce que c'est le dopage, je suis dedans et je sais reconnaître quelqu'un qui utilise des anabolisants et celui qui n'utilise pas. Alors je l'ai cru sur parole, et là ça a été le jour et la nuit. Dans ma tête, je me suis dit, bon, ok, même ici maintenant, on est là. J'ai dit, j'ai connu les hôpitaux, j'ai vu des malades là-bas, ils n'ont pas cherché, mais ils sont là. Moi je suis tombé, ok, je suis là, mais tous ceux-là, ils sont là, ils souffrent, ils n'ont pas cherché, mais ils sont malades. J'ai dit quoi, tu as 2 solutions, soit tu fais comme eux, tu utilises aussi des anabolisants et ça peut t'arriver à ce moment-là de te retrouver à l'hôpital, ou sinon tu restes sain. J'ai décidé de rester sain, et c'est comme ça que je me suis dit, bon, dans ces conditions-là, si je peux plus faire de bodybuilding et gagner, je préfère aller faire de la rame. Et c'est comme ça que je suis parti faire de la rame, parce que je me suis dit, Robert, tu vas pas mourir bête. Voilà. Et alors, tu as fait de la rame dans quelle équipe? J'ai commencé avec Teiva, parce que Gérard Teiva, qui était un bon rameur de l'époque, il revenait de Molokai et complètement déçu. Il vient me voir, il me dit, tu sais, les Américains sont trop forts, ils font de la musculation et ils sont trop forts. Alors, tu peux nous aider? Alors, je lui ai dit, je veux bien vous aider, mais je connais rien à la rame. J'ai dit, alors apprenez-moi à ramer, et à ce moment-là, peut-être que je pourrais faire quelque chose pour vous. Et c'est comme ça que j'ai commencé à ramer. J'ai commencé à faire des programmes pour la rame, et de fil en aiguille, j'ai terminé rameur, et voilà. C'est quand même une approche à la fois pragmatique et scientifique. On te demande d'entraîner des rameurs, tu dis, il faut d'abord que je connaisse le geste de la rame, sa mécanique, sa courbe de charge, l'endurance qui est nécessaire, les pics tout ça. Tout ça. Il fallait absolument déjà ramer pour pouvoir comprendre comment ça se passe. Mais j'ai mis des années avant de comprendre, parce qu'à l'époque, les rameurs, c'était inné. Ça vient de père en fils, c'était inné. Ils te disaient seulement, c'est comme ça. Mais ils sont incapables de te dire le pourquoi et tout ça. Donc ça a été difficile. Il a fallu déchiffrer et chercher. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas mal appris, ce qui fait que maintenant, je peux maintenant faire la partie pédagogique, d'apprendre le pourquoi et le comment, alors que moi j'ai pas eu droit à ça. Il a fallu chercher, donc j'ai perdu beaucoup de temps à fouiner pour essayer de comprendre les rouages de la rame, Alors, en marge du monde sportif, tu as fait un peu, je vais pas dire de politique, mais tu as été actif dans l'action communale, puisque j'ai fouillé un peu dans les archives de la commune. Tu as été conseiller municipal ici à Fara. Raconte-nous. L'idée, j'avais une salle de muscu. À chaque fois que je montais par Montaille, où j'ai grandi, je vois les jeunes qui sont là, qui ont grandi, là à l'église surtout. Et ce qui m'a frappé, c'est le regard. Ce regard de dire, tu as de la chance, toi, mais nous, et nous alors. Et ça, c'était devenu insupportable. C'était comme un égoïsme. Ça veut dire que je suis là, j'ai une salle, on vient là. Et tous ceux-là qui sont dans Parmentier, qui me voient passer tous les jours, ils m'ont regardé comme étant un espoir pour eux. J'ai dit, tu fais partie de notre quartier, fais quelque chose pour nous. Rien que dans le regard. Alors je me suis dit, il faut que j'arrive à faire quelque chose pour eux. Et c'est comme ça que je me suis débrouillé pour pouvoir être, donc déjà commencé par la petite porte en tant que conseiller municipal. Et voilà, donc j'ai fait le premier mandat, 6 ans. J'ai rien pu obtenir parce que l'adjoint au maire chargé des sports, il s'occupait pas. Donc pendant 1 an, j'ai pas pu faire grand chose. Donc j'étais assez déçu. Ensuite, deuxième mandat, on m'a fait miroiter. Il me dit, là tu as des chances d'être adjoint au maire, responsable des sports. Là je me suis dit, peut-être que là j'aurai une chance de pouvoir faire les choses. Et donc je me suis représenté donc la deuxième
fois. Et là, bon, toujours dans la politique, c'est pas parce que tu es dans les sports, il faut être dans le parti politique. Donc, en faisant une petite parenthèse, qui dit politique, Tamini Ouiratira, on sait bien que c'est indépendantiste. Bon, au départ, j'aimais bien. Je sais qu'on va me critiquer, il est indépendantiste. Ouais. Alors je me suis dit, mais dans notre vie de tous les jours, on est tous indépendants. Hein? On gère nos comptes, on gère notre famille, et voilà. Donc je me suis dit, où est le problème? Je suis indépendant dans ma vie de tous les jours, alors pourquoi ne pas être indépendant dans mon pays? Si on sait gérer, eh ben, tout va bien. Mais après, en étant dedans, quand j'ai vu des gens qui sont là, des profiteurs, hein, c'est bien de dire, hey, Tiamara. Alors je dis, toi qui dis Tiamara, je dis, si on va Tiamara, pour moi, il n'y a pas de problème. Je veux bien diminuer mon salaire de moitié. Moi, je n'avais pas de salaire à la mairie. Je dis, il ne faut pas se faire d'illusions. Il faudra diminuer notre salaire de moitié si on veut être indépendant. J'ai dit, je veux être dépendant, mais je ne veux pas être indépendant, mais je ne veux pas qu'on retire mon salaire. Ou je ne vais pas travailler. Je dis, il va falloir travailler dur. Et souvent, gratuitement, si on veut avoir la chance d'être indépendant, eh ben, il ne va pas falloir avoir peur de travailler gratuitement. Comme moi, en tant que conseiller, quand je viens là, je viens gratuitement pour le bien de mes administrés. Mais je ne viens pas là pour gagner de l'argent. Et pourquoi je voulais être conseiller? Pas conseiller, je voulais être adjoint. Pour moi, ce qui m'intéressait dedans, ce n'était pas le titre de adjoint. Ce qui m'intéressait, c'est le petit pécule qu'il y avait derrière. Parce que le problème, à chaque fois que je m'en même là, tu vas monter, tu vas regarder tous les panneaux de basket, il n'y a pas le truc, ça coûte quoi? 2-3 000 francs, un ballon, c'est des petits trucs de rien du tout. Mais pour pouvoir animer, il fallait un petit peu d'argent que j'avais pas. Donc on nous a fait avec délégation de machin, mais ça n'a pas marché. Mais n'empêche que les 6 ans donc, que j'ai les derniers 6 ans grâce avec Hiro Mataoa, là je dis le mot parce que il a fait en un mandat ce que personne n'a fait en toute une période. Quand tu regardes le stade Ganivet et tout ça, les lumières, la salle omnisport là en bas, le Fareva, tout ça a été fait dans un mandat et j'y étais. Donc ça a payé finalement. Hein? Ça a payé. Ça a payé et pour moi je me suis dit, t'as pas perdu ton temps. Tu as apporté quelque chose. Tu n'as pas pu apporter tout ce que tu aurais voulu, mais au moins j'ai fait ma part de travail. Mais c'est pas fini. Un jour, si je dois retourner, j'y retournerai pour continuer le travail qui a été fait. Parce que je suis plus là, mais ça n'avance pas. On a un Fareva, on a tout ce qu'il faut. Gabilou, lui, avec rien du tout. On avait un toit qui tenait juste avec quelques bois. On était champion. Maintenant, on a un super Fareva et tout, mais il n'y a rien, pas de champion. Enfin, alors je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire que c'est pas l'ossateur qui compte, c'est les personnes qui sont là et qui poussent la charrue, quoi. Hein. Donc j'ai pas fini encore mon travail dans la commune. J'ai voulu monter une salle de musculation là à la paroisse Christ-Roi, mais ça s'est jamais fait. Alors pour le moment je suis dans mon coin, j'essaie de pas trop regarder, mais je suis toujours déçu. Non, je suis toujours déçu parce que je suis à un âge où c'est trop égoïste de penser que à moi. Pour le moment, bon, je pense à moi, mais je pense à moi, c'est pas vraiment moi, mais je sais que si je reflète toujours quelque chose, je pourrais toujours faire quelque chose. Mais il y a toujours les jeunes qui me regardent monter, qui me font signe, c'est insupportable. Ils veulent s'en sortir, mais comment faire? On n'a pas besoin de grand chose. Si j'avais réussi à mettre une petite salle de musculation là à la paroisse, eh ben ça aurait été super. Les écoles, ils ont des petits préaux. Il suffit d'avoir des petits trucs. Un animateur qui est responsable du truc. J'ai pas été regardé, c'est plus mon truc. Mais pour moi, une salle de sport juste pour les enfants dans la journée, mais à partir de 4h jusqu'à 7h du soir, si on peut ouvrir un petit bout avec un responsable bien sûr pour animer. Parce qu'il faut pas faire bouger les gens, on peut pas. Donc il faut animer chaque zone où ils sont. On va pouvoir tirer quelques-uns et ça va être bien. Suicide. Moi quand je vois suicide et ceci et cela, un garçon, une fille qui se suicide juste parce que mon copain
un petit PAP, mais c'est pas possible. On les élève à la pouponnière, trop facile. Ça veut dire au moment où tu fais une bêtise, eh bien si tu as suffisamment souffert pour te dire, hein, je vais pas y faire ça juste pour un petit truc, mais ça c'est dans le sport que la volonté, la discipline et surtout de se contenir à faire des bêtises, c'est dans le sport que ça prend. Par ailleurs, si à la maison, bon, ils n'ont pas les moyens de le faire, eh bien qu'il y ait une personne qui va s'occuper de ça. Moi, j'ai pas fini mon travail. Je me maintiens en forme pour que le jour où je devrais relancer la mécanique, je suis vieux, mais physiquement, je suis pas encore vieux, donc je peux encore faire quelque chose, mais j'attendrai le moment opportun. J'espère pas trop tard. Donc c'est un message que je lance à nos dirigeants politiques. Oui, il y a plein de jeunes qui ont passé. Il y a une marge de 5 ans et après c'est fini. Donc maintenant il y en a qui ont déjà passé. J'espère que pour la suite ça va bien se passer pour eux, mais il y a toujours la suite en dessous. Donc je suis fou de tourner la tête à chaque fois quand je monte à ma paye. Je vois toujours les mêmes tauriers qui sont là, et ils font signe, ils savent qui je suis et ils savent que je peux faire quelque chose, mais après je deviens égoïste, tu vois, et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, on va clore un peu cette parenthèse politique, mais on a bien entendu ton message et j'espère que nos auditeurs et tous ceux qui sont actuellement aux responsabilités, que ce soit à la mairie ou que ce soit à l'échelle du pays, hein, t'entendent. Tu nous disais, je suis vieux, mais physiquement, je ne suis pas vieux. Alors, sans indiscrétion, tu as quel âge aujourd'hui, Roberto? Parce que moi, je suis franchement incapable de te donner un âge. Si je devais, comme ça, donner un nombre, je dirais, allez, 51 ans. Mais à mon avis, je suis pas tout à fait dans le vrai. Ah, merci, 51 ans, alors merci. Donc je vais avoir le 18 avril, 62 ans. Donc c'est la date de mon anniversaire, et donc voilà. 62 ans. Alors ça nous amène un peu à... Quand on arrive à Roberto Gin, tout de suite sur la pancarte d'entrée, il y a marqué en bas bien vieillir, pensez-y, et puis c'est donc il y a une partie de ton activité, de ton concept, hein, de ce que tu fais, qui est dédié justement au bien vieillir. Alors comment ça se traduit dans une salle de muscu et au quotidien, cette notion de bien vieillir que tu as inscrit sur ton panneau? Ben voilà, donc pour faire court, donc j'ai Gabilou qui est juste là derrière, donc je vois qu'il ne sait plus faire la suite parce que comme je suis coincé là, donc Gabilou il va avoir 72 ans le 28 février, donc il a l'intention donc de faire un Olympia, il est venu me voir et moi je veux lui donner une seconde jeunesse, il est sérieux et je pense que je vais y arriver. Alors une seconde jeunesse, donc ça veut dire 72 ans, donc je veux lui donner d'ici la fin de l'année 62 ans, je veux lui donner, Gabilou, moi. Non, mais on finit là avec toi justement. Viens. Alors je disais que j'ai envie que de 72, que tu reviennes à 62 avec un minimum de 10 kilos en moins et plus, parce que tu as envie de plus, donc ça veut dire entre 10 à 20 kilos pour que tu sois, que tu reprennes ta jeunesse pour notre Olympia l'année prochaine. Donc c'est important parce qu'il s'interroge pourquoi j'ai mis bien vieilli, pensez-y sur ma pancarte. Et pourquoi j'ai mis ça? Parce que moi j'ai passé la soixantaine, donc je fais partie de ceux qui sont dans le 3e âge et j'ai encore l'intention de rester jeune longtemps. Et toi tu es une image, tu as 10 ans devant moi, donc ça veut dire que ça me donne déjà une idée comment je serai dans 10 ans. Alors j'ai envie que tu sois à l'image de ça. Non, Roberto, merci, mais j'ai déjà perdu 10 ans. Ça fait 10 ans, il me dit de venir et on n'a jamais le temps. Hein? Et c'est faux. Il faut trouver le temps. Et là, j'ai décidé de venir et destination Olympia en 2017. Donc il faut bosser. Je voudrais bien représenter le pays quand je serai à l'Olympia. La meilleure des solutions, c'est ça. C'est Roberto. Donc, je le remercie parce qu'il faut d'abord avoir du temps pour moi. Moi, je prends le temps de venir. Ça fait 3 fois par semaine. Et actuellement, on a perdu 7 kilos parce que j'ai fait un jeûne en même temps. Enfin, c'est exceptionnel, hein. Mais voilà. Mon pari, c'est de faire, comme lui, 88-89 kilos le 9 avril. Nous avons déjà un premier spectacle. Et je ne peux que remercier là-haut parce que d'avoir donné cette idée de venir, de faire le premier pas. J'étais en train de lui dire, je reviens la semaine prochaine. Il m'a dit, non, tu viens demain. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et me connaissant, je ne sais pas s'il me connaît, mais
Je suis assez têtu. J'étais malheureux aujourd'hui parce que je suis arrivé en retard. Coincé à Robert et je ne bougeais plus. J'ai bien calculé mon coup pour être là à l'heure, comme d'habitude, mais c'est pas grave. Je suis là et je peux dire que son proverbe est formidable. Bien vieillir, c'est ça. Hein? Bien vieillir, pensez-y. Pensez-y. Formidable. Et j'espère qu'on va donner des émules à tout le monde, à beaucoup de gens qui ont, même pas mon âge, faut une plus jeune, tu vois, comme lui. Oui, mais il ne faut pas croire salle. Bon, ok, je suis dans une salle, mais c'est pas parce qu'on ne va pas dans une salle qu'on ne peut pas bien vieillir. Oui. Il faut juste faire des exercices qu'on peut faire à la maison n'importe où, mais il faut juste faire quelque chose. Voilà. Et alors Gabilou, depuis que tu as commencé, tu sens les bénéfices. Je veux dire, hormis le fait d'avoir perdu du poids. Quand je tape mon sac là, le corps il est... Alors c'est automatique, incroyable. Donc, tu retrouves des muscles qui s'étaient un peu endormis. Au début. Toi, ici, il n'y a plus de muscles. Et tu as le mouvement, il n'y a même pas de poids. Ah oui. Mais il faut faire. Et depuis que je fais, il y a un autre mouvement que j'aime beaucoup qui casse peut-être les petits tendons endormis, mais avec la protéine, formidable. Et donc, je vois un progrès énorme. Et je vois sur les enfants. Attention, papa. Je vais les dépasser. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est bien vieillir, pensez-y. Voilà, c'est bon, je fais rire. C'est pour ça que je vous attends. Vous avez Gabilou dans la machine là-bas? Ouais. Yo, tout le poids, au revoir. Voilà. Je peux y aller? Hein? Au revoir. Merci. Alors Roberto, on arrive au terme de... 25. On arrive au terme de notre émission, hein. On n'a pas vu le temps passer. Ouais. Est-ce qu'on a oublié des facettes de ta vie? On a oublié une facette de ta vie ou on a fait le tour? Enfin, pour l'instant, parce que ta vie... Non, je pense qu'on a fait... Oui, non, on a fait le tour, oui. Oui, je pense que c'est bon. Alors, entre ton message d'accueil de bien vieillir, pensez-y, et ta préoccupation qu'on a bien ressentie par rapport à ces jeunes que tu croises donc tous les jours quand tu viens à ta salle, quel est le message que tu veux envoyer à la fois à la jeunesse de Fara, de notre pays, et puis à l'opposé du spectre, à ceux qui rentrent un peu dans le troisième âge et qui ont parfois tendance à se laisser aller? Quel est ton message? Mon message, c'est qu'il fait qu'on peut bien vieillir. On va chercher le moyen. J'ai pas fini, mais on trouvera bien le moyen. Finalement, c'est un message que je lance aux autorités communales. On peut toujours faire des choses que j'ai pas fait. Il faut dire qu'on a fait quand même, en 6 ans, on a fait quand même pas mal et je suis très content. Mais on peut encore donc bien vieillir, on peut. Il suffit simplement de faire la promotion. Et surtout, j'irai sur tous les jeunes qui traînent un peu partout. Là où ça me déçoit, c'est que, mettons, c'est difficile de faire autrement. T'as une salle omnisport qu'on a fait, c'est bien. Mais il faut être dans un club. Ça veut dire qu'il n'y a que ceux les sportifs et tous les autres, restez dehors, regardez-nous. Et c'est à cela que je pense. Ceux qui sont toujours repoussés en dehors du terrain, ne venez pas là parce que c'est les champions qui jouent et vous allez jouer dehors alors que quelque part on a fait ces installations pour eux. Donc je dirais, c'est pas grave. J'y ai pensé avant que vous veniez. J'y ai pensé. Je me suis dit, chaque école a un préau. Il faut un truc de proximité. On n'a pas besoin de grand chose. Il faut former des entraîneurs, donc des entraîneurs, comment on appelle ça, de proximité, un peu comme Tetouahou. Il a sa petite salle et lui, il fait sa part de travail. Lui, il est gratuit. Mais quand je vais là chez lui et quand je vois tous ces jeunes et toutes ces personnes là qui font l'entraînement, je remercie. Tu fais ta part de travail. Mais si on faisait tous, nous qui aimons ça, notre part de travail, moi, ma part de travail, quand j'étais conseiller, j'ai fait ma part de travail. Là maintenant, je suis dans mon coin, mais c'est pas fini, je peux encore faire ma part de travail. Peut-être Gabilou aussi, il a fait sa part de travail en étant tout de temps. Mais c'est pas fini, je sais qu'il y en a plein de personnes qui pourront encore faire un geste, mais c'est un truc politique qu'il faut dire à tout le monde pour le bien de notre commune. On ne demande pas d'être là tout le temps, mais juste moi de ma part, si je donne seulement l'envie, c'est gagné. Après d'autres personnes font le travail. Ok, on a envie, mais quoi faire? Il suffit juste d'avoir une petite zone où on peut faire une petite activité. Il y aura toujours les voyous qui ne vont rien faire, mais il y aura ceux à côté qui veulent s'en sortir. Et si on arrive à
en sortir quelques-uns, ce serait fantastique. Voilà le mot de la fin. Roberto Maruru, on a été très heureux de faire de ta connaissance, enfin, moi en tout cas, et de te recevoir dans ce programme Faha to the Top, dans lequel on a eu plaisir il n'y a pas longtemps d'avoir le boss, Gabilou, qui est donc aujourd'hui. Non, Gabilou, non, on a fait ça le coucher, l'incliné, on fait l'incliné et le décliné là-bas. J'ai fait les trois. 1, 2, 3. Oh ouais, mais j'ai oublié, on fait le tirage aussi, on fait 1, 2, oh ouais. Mais c'est pas grave. Mais combien la trappe? Toujours les 25, derrière là, les 25, ouais. C'est notre poids, ça. Voilà, donc c'est sur ces instructions du coach envers son élève qui est très très sérieux qu'on va se quitter. Merci à tous et à une prochaine édition de Faha to the Top. Maruru. Merci.